Puerto Rico, un jeu qui a révolutionné le monde du jeu, puisque c'est le très célèbre jeu à l'allemande, jeu boîte marron. C'est celui un des premiers de ce genre-là, en tout cas le premier qui a vraiment été diffusé massivement. Puerto Rico a beaucoup de matériel, et donc du coup, en fonction du nombre de joueurs, le matériel se modifie, c'est-à-dire à 3, 4 ou 5 joueurs, les points de victoire ou les nombres de colons diffèrent. Donc du coup, cette mise en place, je vais la faire à la fin de la vidéo. Je mettrai un timecode pour y aller, mais là, je vais juste parler pour l'instant du principe de jeu, puis ensuite comment on joue précisément, puis ensuite je parlerai plutôt du matériel. Donc, le principe du jeu, c'est qu'on va devoir gagner des points de victoire qui sont ici. Les points de victoire, on les gagne de plusieurs manières différentes et en utilisant des ressources, de l'argent et des colons. On joue avec un plan, chacun joue avec un plan de San Juan. San Juan, c'est une cité qui est ici, une ville de Puerto Rico. Nous avons tous les quartiers de la ville où on va créer les bâtiments. On va créer les bâtiments sur ce quartier-là et sur l'île, les plantations. Donc vous voyez, San Juan, c'est là, ce qui correspond à ce quartier-là, et la plantation sur l'île de Puerto Rico. Les plantations sont ici. Ce sont des plantations, il y en a 5 différentes, sucre, tabac, indigo, maïs et café, bien sûr. Et ces plantations vont nous permettre de produire ces ressources-là. Ces ressources-là vont nous permettre de gagner de l'argent quand on les met dans le magasin, ou de les envoyer en Europe par le biais des bateaux. C'est ça qui nous fait gagner les points de victoire, en majorité. Pas seulement, mais en majorité. Pour que tout fonctionne dans notre plateau, quand on place par exemple un bâtiment sur le plateau, pour que celui-ci fonctionne, tout de même que pour une plantation, il faudra mettre sur ce plateau des colons. Les colons, vous voyez, c'est la même forme cylindrique. On va devoir mettre les colons sur ce plateau pour que les éléments du plateau fonctionnent. Donc vous voyez que les colons permettent de faire fonctionner les bâtiments. Pour acheter les bâtiments, il faudra aussi de l'argent. L'argent qu'on obtient notamment grâce au marché, au magasin, mais aussi à d'autres choses, à d'autres éléments. Les bâtiments peuvent aussi nous font gagner des points de victoire. Nous avons ici en Bordeaux des points de victoire pour les bâtiments. Alors c'est assez simple, la première colonne c'est 1 point de victoire, 2 points de victoire, 3 points de victoire, 4 points de victoire. Ces 5 éléments sont aussi des éléments qui font gagner des points de victoire supplémentaires en fonction de à quoi ressemble notre jeu. Donc ce sont des grands bâtiments qui nous permettent d'améliorer de gagner des points de victoire supplémentaires. Donc il faut bien les maîtriser, hein, c'est important. Et voilà le principe du jeu. Je fais le tour avec les yeux pour voir où il y a quelques petites choses. Il y a les carrières qui sont là-bas qui nous permettent de payer un peu moins. Mais globalement, voici, c'est ça le jeu. Donc on va devoir avoir de l'argent, des ressources pour gagner ensuite des points de victoire. Voilà. Comment on joue? On joue grâce à ces 8 cartes. Ces 8 cartes à 5 joueurs. Voilà, je peux en parler directement. À 3 joueurs, il n'y a pas les chercheurs d'or. À 4 joueurs, il y a un chercheur d'or. Et à 5 joueurs, il y a des 2 chercheurs d'or. On joue avec ces cartes-là. Là, je vais expliquer maintenant comment on joue. Le comment on joue de base. Après, je vais devoir expliquer chaque rôle, à quoi il sert. Et comment on fait pour gagner des points de victoire. Mais vous allez voir, c'est assez lié. D'abord, un tour de jeu, comment ça se passe? On joue chacun son tour, en définissant le premier joueur, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le sens horaire. Un joueur, à son tour, le premier joueur en tout cas, va prendre cette fiche-là, qui s'appelle la fiche gouverneur, qui dit juste qui débute le tour de jeu. Il prend la tuile gouverneur, le premier joueur, et va choisir un premier rôle. Par exemple, il va choisir le bâtisseur. Quand lui va choisir un rôle, tout le monde autour de la table va aussi effectuer ce rôle-là. Cependant, celui qui a pris le rôle bâtisseur va avoir un effet supplémentaire, un effet bienveillant supplémentaire qui va lui permettre d'être mieux loti que ses voisins. Donc,
il prend ce rôle-là, il joue, tout le monde joue, dans le sens horaire. Et ensuite, le deuxième joueur, par exemple ici, va aussi prendre un rôle qui, lui, va aussi avoir un effet positif sur ce rôle. Tout le monde va jouer le rôle de l'armateur, et ainsi de suite. Lui va prendre l'intendant, tout le monde va jouer l'intendant, lui va avoir un rôle supplémentaire, ainsi de suite. Donc on joue les 5 cartes qui vont être prises si on joue à 5. Voilà, donc tout le monde a été pris. Donc le jeu a été fait. Les tuiles qui n'ont pas été jouées, elles vont récupérer une pièce d'or. Donc ça, c'est un petit bonus pour les tuiles qui n'ont pas été jouées sur ce tour-là. Donc là, on va passer au deuxième tour. Ensuite, chacun remet les tuiles métiers au centre de la table. Le gouverneur du premier joueur change de main, c'est-à-dire que c'est le joueur qui est ici qui, ce coup-ci, va jouer en premier. Et on recommence un tour de jeu. Tout le monde joue, ainsi de suite. Et tout ça. Quand quelqu'un prend une carte qui n'a pas été prise au tour d'avant, il y a une pièce d'or, donc il récupère en même temps de jouer le rôle du contremaître, il récupère par exemple une pièce d'or en plus. Les pièces peuvent être cumulatives, c'est-à-dire si pendant plusieurs tours une carte n'a pas été prise, les pièces d'or s'accumulent sur cette carte-là. Il peut y avoir 2, 3, 4 pièces d'or. 4, c'est très très rare. Donc tout le monde joue ainsi de suite et faut vraiment, mais bon maintenant vous avez compris, quand quelqu'un joue un rôle, tout le monde joue derrière la même chose. Donc ça c'est important dans le jeu. Maintenant, l'un des buts de cette explication, c'est maintenant d'expliquer chaque rôle à quoi il sert, en essayant de le faire dans un ordre un peu logique. Je vais donc expliquer chacun des 7 rôles qu'il y a dans le jeu. Pour l'explication, à chaque fois, je vais d'abord expliquer le rôle commun de tout le monde, sachant, je le rappelle, que celui qui joue en premier, c'est celui qui choisit le personnage. Et ensuite, je vais parler du privilège de celui qui a choisi le personnage, qui peut faire quelque chose d'amélioré par rapport aux autres. Mais je fais d'abord le point sur ce que gagne tout le monde, ce que peut faire tout le monde. Alors on va commencer par l'intendant. L'intendant, c'est celui qui plante, alors dans certains jeux, c'est le fermier ou le paysan. L'intendant, c'est celui qui va pouvoir aller choisir une plantation. Donc c'est très simple, il prend sur le tas de plantations qui est libre, sur les 6 plantations qui sont libres pour le premier joueur, il prend une plantation et il la met à sa place. Les autres joueurs peuvent jouer, ainsi de suite, sachant qu'on ne remet pas des nouvelles plantations avant que tout le monde ait joué. Donc les 5 joueurs vont jouer, et ensuite, une fois que les 5 joueurs vont choisir leur plantation, on va pouvoir remplir à nouveau les 6 plantations. Parce qu'il faut toujours qu'il y en ait 6. Le premier joueur, alors on peut refuser de prendre une plantation, c'est pas très malin, mais on peut refuser. Le premier joueur, il a le droit de prendre une carrière à la place d'une plantation. Voilà. Donc il prend une carrière avant la plantation. Je n'explique pas encore à quoi sert la carrière. Par contre, il ne prend pas de plantation à la place. Voilà. Donc c'est le privilège de l'intendant. J'en profite pour parler aussi des 4 bâtiments qui sont en lien avec la phase de l'intendant. Nous avons donc, dans la phase de l'intendant, nous avons l'hacienda qui permet de planter une plantation face cachée avant la plantation normale, c'est-à-dire qu'avant de planter sa plantation, on peut prendre une cachée, la poser et ensuite choisir une autre. Donc on pose 2 plantations à la place d'une. Donc ça c'est l'hacienda. Nous avons la baraque de chantier. La baraque de chantier, c'est la possibilité de prendre une carrière à la place d'une plantation. Donc ça, c'est le rôle de l'intendant, en fait, le rôle du privilège pour tout le temps, pour celui qui possède la baraque de chantier. Le dispensaire, c'est plus un colon sur la plantation ou carrière nouvellement acquise. Donc dès qu'on plante une plantation, on met directement le colon dessus. Donc ça veut dire qu'elle est directement active. Et enfin, une des guildes, parce qu'on peut appeler ça une guilde, c'est la résidence, qui donne des points en fonction du nombre de plantations qu'on a sur San Juan. Donc par exemple, 7 points supplémentaires à la fin de la partie, si on arrive à avoir les 12 plantations. Voilà pour les bâtiments qui sont en lien avec l'intendant. Nouveau métier disponible, le bâtisseur. Le bâtisseur, c'est facile, c'est celui qui construit
construit les bâtiments. Donc pour construire un bâtiment, c'est très simple, hein, on joue et on construit un bâtiment par tour. Donc le bâtiment que l'on construit, c'est un bâtiment, on le construit en payant la somme qui est écrite dans le petit cercle en fait. Donc un comptoir vaut 5, une manufacture vaut 7. Et donc on paye en argent pour construire chez soi les points que nous donne cette construction. Bien sûr, elle n'est pas active. Pour l'activer, il faut ensuite mettre un colon. Mais ça sera après. Là, j'explique simplement comment construire. Donc on peut construire n'importe quel bâtiment, sachant qu'on n'a pas le droit de construire 2 fois le même bâtiment. Ça, c'est interdit. Voilà. Une fois qu'on a construit sur San Juan, une fois qu'on a construit quelque chose, on ne peut pas ensuite... Alors, attendez, je vais écarter ça. On ne peut pas ensuite le déplacer. Par exemple, si je crée ça et j'ai envie de placer ces gros bâtiments ici, je n'ai pas le droit, je suis obligé de le mettre à côté. Je ne peux pas déplacer mes bâtiments. Bon, ça n'arrive jamais de vouloir le faire, mais bon, ça peut arriver. On ne peut pas aussi supprimer un bâtiment pour... voilà. On ne peut pas supprimer le bâtiment. Une fois que c'est construit, c'est construit. Il y a 2 types de bâtiments. Hein. Il y a vraiment les bâtiments qui s'appellent des bâtiments industriels et d'autres des bâtiments, ce qu'on appelle les bâtiments de move, les bâtiments plutôt de construction. Voilà. Celui qui joue la carte bâtisseur a le privilège de pouvoir payer un bâtiment avec un doublon en moins par rapport au prix initial. Donc par exemple, si c'est 1 le petit marché, il paye 0. Donc voilà, sachant qu'on peut aussi gagner de l'argent, on peut payer moins en utilisant des carrières. Les carrières permettent de payer un peu moins les bâtiments. Si vous avez une carrière dans votre jeu et qu'elle est active, c'est-à-dire qu'elle a un colon dessus, vous payez tous les bâtiments avec 1 de moins que le prix initial. Donc ça permet de réduire les coûts de construction. Sachant qu'on a le droit d'utiliser qu'une seule carrière pour tous ces bâtiments-là, donc moins 1, on a le droit d'utiliser seulement 2 carrières pour ces bâtiments-là, donc maximum moins 2, 3 carrières, 4 carrières. 5 carrières ne servent à rien dans ce jeu-là, ça ne sert à rien d'aller chercher 5 carrières. Ensuite, les bâtiments qui sont en lien avec le bâtisseur sont l'université. Quand vous construisez une université et que vous la validez, dès qu'on construit, après, une fois qu'on l'a, dès qu'on construit un nouveau bâtiment, on met directement un colon dessus. Ça ressemble énormément à tout à l'heure, ce qu'on appelait le dispensaire de tout à l'heure, mais sauf que là, c'est pour les bâtiments. Et il y a aussi deux bâtiments, gros bâtiments mauves, qui sont en lien avec le bâtisseur. C'est ces deux-là. Donc la guilde qui donne 2 points par grand bâtiment industriel occupé ou non, et 1 point par petit bâtiment industriel occupé ou non, sachant que les grands bâtiments, c'est les 4 qui sont là, et les petits, c'est ces deux-là. L'hôtel de ville donne 1 point de victoire supplémentaire pour chaque bâtiment mauve occupé ou non. Donc dans tout le jeu. Voilà pour le bâtisseur. Nouveau métier disponible, le maire. Le maire, c'est celui qui va nous permettre d'apporter des colons. Des colons qui viennent du bateau des colons qui est ici, qui se renouvelle à chaque tour. Au début de la partie, le bateau de colons commence avec un nombre de colons égal au nombre de joueurs. Le maire qui choisit ce bateau-là, il va pouvoir choisir... Enfin, tout le monde va pouvoir choisir un colon, les uns après les autres. C'est-à-dire, si on est 5 joueurs, le premier joueur prend un colon, le deuxième joueur prend un colon, ainsi de suite, et ainsi de suite. S'il y a plus de colons dans le bateau des colons, ce qui peut arriver, le premier joueur prend un colon, le deuxième joueur prend un colon, le troisième un colon, quatrième, cinquième, et là, le premier joueur recommence à avoir un colon, deuxième, troisième, quatrième, et là, par exemple, le cinquième joueur, il est un peu couillonné, parce qu'il du coup, il n'a pas de colons supplémentaires par rapport aux autres. Voilà. En fonction du nombre de colons qu'il y a dans le bateau des colons, ça dépend, tout le monde ne va pas recevoir le même nombre de colons par rapport à l'emplacement qu'il a par rapport au joueur qui a choisi la carte. C'était pas très clair. Une fois qu'on a récupéré les colons, imaginons moi j'ai récupéré 2 colons, j'ai le droit de faire plusieurs choses, et les choses que j'ai le droit de faire, c'est surtout déplacer les colons sur les lieux de sur mon petit plateau. On a le droit aussi de déplacer les colons, c'est-à-dire un colon qui était dans le dispensaire, j'ai le droit de le mettre à l'université si j'ai envie. J'ai le droit de déplacer comme je veux sur cette phase-là.
Dans les phases habituelles, je n'ai pas le droit de bouger les colons. Une fois qu'ils sont placés, ils restent à travailler là où ils sont. Mais lors de la phase du maire, même si c'est pas moi qui l'ai choisi, j'ai le droit de déplacer tous les colons. Si j'ai trop de colons par rapport au nombre d'habitants, je peux garder mes colons à San Juan, ici. Je les laisse ici, c'est-à-dire qu'ils sont des colons qui sont un peu au chômage. C'est pas bon d'avoir des colons au chômage. Le taux de chômage n'est pas bon du tout dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'on a des colons qui ne servent à rien. Voilà, donc c'est comme ça qu'on apporte des colons. Le privilège du maire, c'est d'avoir, en plus des colons qu'il va obtenir, un colon supplémentaire. Donc ça, c'est un beau privilège et qu'il prend de la pioche. Vous la voyez pas à la caméra, il y a une grosse pioche de colons ici, donc il prend un colon supplémentaire de la pioche. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas où le maire gagne déjà plus de colons que les autres parce qu'au niveau du roulement, c'est lui qui en gagne le plus, et il va gagner en plus un colon supplémentaire. Donc c'est plutôt positif d'être le maire. Voilà pour le maire, faut vraiment avoir cette idée de... c'est le moment où on peut déplacer les colons dans son jeu. À la fin de la phase du maire, une fois que tout le monde a récupéré ses colons, tout le monde a placé ses colons, on s'arrête pour remplir le bateau des colons. Pour remplir le bateau des colons, il suffit de savoir compter, il faut savoir quoi compter. Alors ce qu'on doit compter, c'est toutes les places disponibles dans les bâtiments. Par exemple, ici, alors j'aurais dû mettre un autre exemple, voilà. Ici, j'ai 4 places disponibles chez moi. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Alors c'est simplement dans les bâtiments, pas dans la partie plantation, on n'en a rien à faire. On compte chez tous les joueurs combien il y a d'espace de libre. Si par exemple il y a 10 espaces de libre, eh bien, on rajoute 10 colons sur le bateau des colons. S'il y a 2 espaces de libre, eh bien, on met 2, mais non pas du tout. On met toujours au minimum le nombre de joueurs qu'on est. Donc par exemple si on est 5 joueurs, au minimum il y aura toujours 5 colons sur le bateau des colons, pour que tout le monde puisse avoir des colons. Pour remplir le bateau des colons, il faut faire le maximum entre le nombre de joueurs, donc 5 joueurs si on joue à 5, et le nombre, le nombre total de places libres dans les bâtiments. Il y a un seul bâtiment qui est en lien avec la phase du maire, c'est la forteresse, qui donne un point de victoire supplémentaire par fraction de 3 colons sur le domaine. Donc plus on a de colons, plus on gagne des points avec cette forteresse. Le nouveau métier est la phase du contremaître dans mon jeu, c'est le producteur. Dans beaucoup de jeux de Puerto Rico, le producteur c'est celui qui va faire produire, c'est le rôle qui va permettre de produire des ressources. Pour produire des ressources, il va falloir être en adéquation entre les plantations qu'on a dans nos terrains de San Juan, de Puerto Rico, et les usines de transformation qu'on a à San Juan. Donc, il faut, c'est très simple, pour produire quelque chose que l'on produit dans les champs, il faut exactement la même chose, le même nombre de colons dans les usines. Exemple, parce que là j'étais pas très clair, l'indigo, vous voyez là j'ai un colon sur l'indigo, là j'ai 2 colons sur l'usine, et bien en fait je gagne un indigo. Pourquoi je gagne qu'un? Parce que là je produis pas assez dans mes champs pour pouvoir les teinter derrière dans l'usine. C'est pareil là pour le sucre, regardez le sucre, je produis beaucoup de sucre, j'en produis 2, par contre je n'ai qu'une place, qu'un travailleur dans la raffinerie, donc du coup je gagne qu'un seul sucre. C'est pas bien joué, hein. Je ne produis aucun café, aucun tabac. Si je voulais faire quelque chose de très productif et de optimal, j'aurais dû être comme ça. Là, je gagnais mes 2 sucres, je gagnais un indigo. Voilà. Il y a une ressource qui est un peu spéciale, c'est le maïs, puisque le maïs n'est pas une ressource que l'on modifie, on n'a pas besoin d'usine. Donc le maïs, on a juste besoin d'avoir de champs de maïs pour produire. Donc là, mes 2 maïs, je peux les produire directement. Directement. J'ai pas besoin de les transformer, donc pas besoin de colons dans l'usine. Ce qui fait dire à beaucoup que la stratégie du maïs est la meilleure dans ce jeu. Le privilège de celui qui a choisi la carte contremaître ou producteur, c'est d'avoir la possibilité, quand il a produit par exemple ces ressources-là, de prendre une ressource supplémentaire de ces ressources-là. Par exemple, là il a le droit de prendre un sucre supplémentaire, ou un maïs supplémentaire, ou un indigo supplémentaire. Par contre, il n'a pas le droit de prendre un café supplémentaire. Il n'en produit pas, il n'a pas le droit. Autre chose, la carrière là ne produit rien. On ne produit pas de la caillasse. La carrière, ça sert juste à payer moins avec le bâtisseur. Là, il ne gagnera absolument rien.
un bâtiment est utile avec le contremaître ou le producteur en fonction des jeux, c'est la carte manufacture qui permet de gagner des doublons en fonction de la diversité de nos productions. Donc ici j'ai produit 3 ressources, pour 3 ressources je gagne 2 doublons à chaque fois que je vais produire. Voilà, c'est un petit pouvoir. Autre chose, si jamais il n'y a plus de réserve pour une ressource, la source est tarie et il n'y a plus par exemple de maïs disponible, je ne peux pas en produire. Donc il faut faire attention au stock. S'il y a quelqu'un qui fait une rétention par exemple de maïs ou de quelque chose, ben le reste, les autres ne peuvent pas aller chercher ne peuvent pas produire ce genre de ressources. Ça peut arriver, souvent. Voilà pour le contremaître. Métier suivant, le marchand. Le marchand, c'est celui qui va permettre de vendre les ressources pour gagner de l'argent. Comment on fait? C'est très simple, celui qui lance le marchand, il peut aller dans le magasin et vendre dans le magasin. Donc il vend les choses à leur prix. Et s'il vend du sucre, on regarde le prix du sucre, c'est 2. Et donc il reçoit 2 doublons pour un sucre. Alors le magasin est très limité, donc il faut faire attention aux petites règles qui existent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre 2 fois la même ressource. Donc c'est-à-dire que si moi par exemple je vends le sucre, le joueur suivant ne pourra pas vendre de sucre. Voilà. Le maïs vaut 0. Aussi, c'est original. Le tabac vaut 3 et le café vaut 4. Si jamais le magasin est comme ça, il est rempli, ça ne se vide pas automatiquement. Ça reste rempli, donc du coup là le magasin est fermé définitivement pour ce tour-là. Il se videra à la fin de la phase du magasin. Donc du coup, tout le monde ne pourra pas vendre. Tout le monde ne peut pas vendre, il n'y a que 4 places, hein, c'est vraiment très limité. Aussi, si le magasin termine le tour comme ça avec 3 ressources sur les 4, il ne se vide pas à la fin du tour. Il reste comme ça pour le tour suivant. C'est-à-dire au tour suivant, on n'aura plus qu'une seule place dans le magasin. Voilà. Donc c'est un peu serré. Le privilège de celui qui a choisi le marchand est de recevoir un doublon supplémentaire de la banque quand il vend une marchandise. Donc par exemple, tout à l'heure, j'ai vendu mon sucre 2, et bien là, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Donc grâce au pouvoir du marchand, je gagne un doublon supplémentaire. C'est pour cela que parfois, c'est utile de vendre du maïs, parce qu'on gagne un point supplémentaire, un doublon supplémentaire. On peut aussi gagner un doublon supplémentaire en utilisant le petit marché. Le petit marché fait gagner un doublon de plus par tonneau de marchandises vendues. Nous avons aussi le grand marché qui permet de gagner 2 doublons de plus par tonneau de marchandises vendues. Donc si on arrive à vendre 2 fois dans le même tour, ça fait quand même beaucoup d'argent de gagner. Voilà. Et enfin le comptoir, ça permet de vendre au magasin un tonneau de marchandises qui s'y trouve déjà, puisque il faut que la place soit libre. Mais par exemple, si quelqu'un a posé un café ou un sucre, on a le droit de revendre un sucre juste derrière. Donc c'est utile. Voilà. Le grand marché et le petit marché ne servent que s'il y a vente. Si on ne vend pas, ces pouvoirs ne servent pas. Il faut vendre quelque chose. On peut vendre plusieurs choses, plusieurs ressources par tour. Et on n'est pas obligé de vendre. C'est pas obligatoire. On peut garder les choses. Voilà pour le marchand, qui est le moyen le plus efficace pour gagner de l'argent. Le dernier grand rôle de Puerto Rico, celui qui est le plus complexe, celui qui fait gagner les points de victoire, c'est celui de l'armateur, du capitaine de l'armateur en fonction des versions. Alors, c'est le rôle qui permet de envoyer nos ressources qu'on a produites à Puerto Rico, de les envoyer en Europe. Donc, comment on fait? On a 3 bateaux disponibles pour tous les joueurs. Ces 3 bateaux-là ne partent que s'ils sont remplis. Et dans un bateau, il ne peut y avoir qu'une seule ressource. À son tour de jeu, on pose dans un des 3 bateaux des ressources. Les ressources qui commencent à remplir le bateau. Dès qu'on pose une ressource sur le bateau, on gagne un point de victoire. Si on en pose 2, on gagne 2 points de victoire. Si je pose mes 4 indigos, je reçois 4 points de victoire. Et là, du coup, si je pose par exemple tout ça, je gagne 8 points de victoire. C'est pas crédible, puisque tous les autres joueurs posent aussi leurs ressources sur ces bateaux-là. Donc du coup, ils remplissent aussi le bateau. Les règles sont assez simples pour l'armateur, c'est-à-dire qu'on est obligé de poser. Si on peut, on est obligé de poser. On est obligé de tout poser.
on ne peut pas poser 3 indigos. Ça, c'est interdit. Si tu as les 4, si tu as l'emplacement pour faire les 4, il faut placer les 4. Par contre, s'il y avait déjà des indigos placés ici, dans ce cas-là, je peux poser que 3 indigos. Et je n'ai pas le droit de commencer un autre bateau avec la même ressource qu'un bateau qui part déjà. Il ne peut pas y avoir 2 bateaux de la même ressource qui partent. Donc ce 16 indigos, je le garde. Pareil pour les autres, hein, bien sûr, les autres ressources. On joue chacun son tour. C'est-à-dire, moi, je vais commencer à poser une ressource. Après, il y a un autre joueur qui va poser une ressource, ainsi de suite, ainsi de suite. Et moi, quand mon tour revient, je peux rejouer une autre ressource s'il y a encore de la place. Je dois rejouer une ressource s'il y a encore de la place. On choisit quelle ressource on met. On n'est pas obligé de mettre tout de suite celle où on en a le plus. Il faut être un peu stratégique. Ce qu'il faut penser, c'est qu'à chaque fois que je pose quelque chose, je gagne un point supplémentaire. Ce qui est plutôt pas mal. Ça fait gagner des points supplémentaires. Le privilège de l'armateur est de gagner un point de victoire supplémentaire pour son premier chargement. Il suffit qu'il fasse un chargement et il gagne un point supplémentaire. Voilà. C'est le même pouvoir que le port, sauf que le port, c'est un point supplémentaire par chargement de tonneau. Même s'il y a 3 chargements différents, on gagne 3 points supplémentaires. On ne peut pas, comme je disais tout à l'heure, remplir quelque chose en plus. Donc on ne peut pas remplir en tonneau s'il n'y a plus de place, évidemment. Donc il peut y avoir à la fin du tour, on peut avoir un reliquat de ressources qu'on n'a pas réussi à envoyer par un bateau. Et bien ce reliquat, il faut faire très attention. Imaginons là les 3 bateaux sont remplis. Et moi je me retrouve avec 2 sucres, 1 maïs et 1 indigo. À la fin de mon tour, je ne peux garder qu'un seul tonneau. Un seul. Donc je choisis lequel et les autres je les défausse. Il faut faire attention, à la fin du tour de l'armateur, seulement à la fin du tour de l'armateur, on ne peut garder qu'un seul tonneau de la ressource souhaitée. Par exemple, voilà. Tout ça. Un seul. Donc le reste est perdu et est ramené en défausse dans la réserve. Ce qui peut faire contrer ça, ce sont les 2 bâtiments petit entrepôt, grand entrepôt, qui permettent de garder une ressource complète avec autant de tonneaux qu'on veut et du coup la version classique d'un tonneau par ressource. Donc par exemple, si j'ai le petit entrepôt ici, je peux défausser les 2 maïs par exemple et garder tout le reste. Ça c'est possible. Le grand entrepôt permet de garder 2 ressources complètes plus une unité d'une autre ressource. Enfin, le quai, qui est la carte qui coûte le plus cher, à part les cartes de points, le quai permet de charger un bateau virtuel avec l'intégralité d'une marchandise. Exemple, s'il y avait des bateaux, on les voit, oui, un bateau indigo, un bateau tabac et un bateau café de lancer, moi je me retrouve avec mes 5 sucres, eh bien, je peux vendre mes 5 sucres dans un bateau virtuel qui m'appartient puisque j'ai le quai. Si j'ai le quai, bien évidemment. Donc du coup, je gagne les 5 points. Ce qui permet de gagner des points de victoire et de ne pas trop compter sur les autres. Voilà pour l'armateur. La règle de l'entrepôt est vraiment importante. Enfin, la règle de il faut pouvoir entreposer. C'est assez important. Voilà pour l'armateur qui permet de gagner les points de victoire. Une autre carte qui est en lien un peu avec ça, c'est la douane. Puisque l'armateur, en fait, c'est ce qui nous permet de gagner le maximum de points de victoire. La douane, c'est un point de victoire supplémentaire à la fin de la partie par fraction de 4 points de victoire engrangés au cours de la partie. Donc celui qui a fait beaucoup l'armateur, a priori, va chercher la douane. A priori. Voilà. Donc là, maintenant, on a vu toutes les cartes, tous les bâtiments, toutes les cartes. Il nous en manque plus qu'une, mais qui est très simple, c'est le chercheur d'or. Et en fait, le chercheur d'or, c'est le seul pouvoir où vous regardez, là, en fait, il n'y a rien pour tout le monde. Il n'y a qu'un privilège pour celui qui utilise le chercheur d'or, c'est juste gagner un doublon de la banque. Tout simplement. Tout simplement, le chercheur d'or, il fait juste gagner un doublon. Voilà pour tous les rôles de Puerto Rico. On arrive donc à la fin du jeu. Et la fin du jeu se déclenche avec 3 circonstances différentes.
Et à chaque fois, on doit terminer le tour du jeu. Pas seulement la phase de jeu, mais le tour du jeu. C'est-à-dire que tout le monde doit choisir au moins un personnage. Et par contre, ça se termine quand tout le monde a joué le dernier personnage du dernier tour. Les 3 circonstances qui font que la fin du jeu se déclenche sont: on n'arrive pas à remplir le bateau de colons d'assez de colons. Dès qu'on va en manquer, dès que le bateau de colons ne va pas être assez rempli, le jeu ça va s'arrêter. Il ne s'arrête pas automatiquement. Dès qu'un joueur remplit les 12 cases de San Juan, pas des plantations, juste de San Juan. Ou dès que tous les points de victoire ont été embarqués, récupérés par les joueurs. Le total des points de victoire qui étaient disponibles dans le jeu. À ce moment-là, le jeu s'arrête à la fin du tour. Pour les colons, ça ne pose pas de problème. Pour les points de victoire, il peut y avoir un petit problème de si jamais un joueur récupère d'autres points de victoire, en fait, on note sur une feuille les points de victoire qui ont été récupérés, mais qui ne sont pas physiquement présents. Ça peut arriver que des points de victoire, que le jeu se termine et qu'il y a encore des points de victoire à distribuer. Donc, voilà. Donc on note sur une feuille les points de victoire supplémentaires. À la fin du jeu, une fois que tout le monde a fait son dernier tour, pas la dernière fois, je répète, le dernier tour, on compte 3 choses. On compte le nombre de points que nous offrent les bâtiments. Les bâtiments offrent des points, ce qui est marqué en bordeaux. Donc ça, c'est des points qu'on gagne. Que le bâtiment soit occupé ou non. Ensuite, on gagne les points de victoire que nous donnent les grands bâtiments violets. Les grands bâtiments violets nous donnent des points de victoire à la fin de la partie. Attention cependant, le bâtiment doit être actif. S'il n'y a pas de colon, le bâtiment ne donne que 4 points de victoire. Mais sinon, le bâtiment, s'il est actif, donne 4 points de victoire plus quelque chose en plus en fonction de ce qu'on a choisi. Et enfin, on rajoute le nombre de jetons de points de victoire qu'on a gagné au total. Celui qui a le plus de points de victoire est le vainqueur, comme d'habitude. En cas d'égalité, on mélange tout ce qui restait entre ressources et doublons et on compte qui en a le plus. Donc, par exemple, là par exemple, j'ai 7 doublons. En fait, ça, c'est comme si ça valait un doublon. Donc, là, j'ai 7 doublons, donc celui qui en a le plus gagne la partie. C'est vraiment en cas d'égalité. Voilà comment se termine le jeu. Puerto Rico est aussi un jeu qui tourne bien à 2 joueurs, bizarrement. Et il y a une règle spéciale avec une mise en place encore différente. Je ne vais pas le faire parce que c'est vraiment que pour 2 joueurs. Et le déroulement de jeu se déroule exactement de la même manière, sauf au niveau du choix des métiers. Vous voyez, il y a 7 métiers différents. Enfin, il y en a 8 cartes, il y en a 7 différents. Là, à 2 joueurs, on enlève un marchand d'or, un chercheur d'or. En fait, on en a 7 différents. Et à chaque tour de jeu, chaque joueur en prend un, l'autre joueur en prend un, l'autre, on en reprend un, on en reprend un, on en reprend un, on en reprend un. Donc en fait, il y en a 6 qui sont utilisés. Et le dernier, c'est lui qui prend la petite pièce de bâtiment de jeu. Donc ça tourne bien à 2 joueurs. Voilà. Et on peut découvrir un jeu qui est dans la légende des jeux de société. Bien évidemment, là c'est vraiment le gros jeu allemand par excellence, un des premiers, un des pionniers, voilà, un des colonisateurs même, puisque en utilisant les termes de Puerto Rico. Puerto Rico.